Bienvenue à vous. Merci d'être avec nous pour cette conférence sur le franc CFA. On est ravis, Anaëlle et moi, de vous accueillir et de vous recevoir ici. Je vais passer tout de suite la parole à Lewis, qui est le président de l'ASPA, puisque cette conférence est organisée en collaboration entre l'ASPA, l'association Sciences Po pour l'Afrique, et le CPA, le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Lewis, c'est à toi. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ici. Alors moi, j'ai le privilège d'être le président de l'ASPA, l'Association des étudiants de Sciences Po pour l'Afrique cette année. Alors l'ASPA, c'est depuis 13 ans maintenant, l'ASPA œuvre à faire rayonner l'Afrique et à déconstruire les nombreux stéréotypes sur notre continent. À travers, on organise différentes activités, donc on organise des conférences, des événements, une semaine africaine, on monte également des colloques, des conversations, en bref, on organise tout ce qui peut susciter des réflexions et des débats d'idées sur diverses problématiques et dynamiques du continent. L'idée pour nous, c'est vraiment de faire entendre les voix de la jeunesse africaine et de la diaspora. C'est cette idée qui a animé cette conférence que nous organisons ce soir, en partenariat avec les membres du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Et pour ce faire, on a décidé d'inviter 3 intervenants qui nous inspirent par leur parcours et par leur expertise sur la question. Je vais être bref. Je vais laisser la parole au directeur du Conseil présidentiel pour l'Afrique, avec qui on a coordinateur, avec qui on a co-organisé cette conférence. Mais avant, je veux vous remercier pour votre présence ce soir. Je veux aussi remercier toute l'équipe qui a travaillé pour vous organiser cette conférence, qui a donné son maximum pour vous organiser cette conférence, parce que l'excellence est africaine. Wilfried, c'est à vous. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux à cette conférence organisée avec l'appui du Conseil présidentiel pour l'Afrique, CPA, par l'Association des étudiants de Sciences Po pour l'Afrique, ASPA, que je tiens ici à remercier pour son engagement et sa mobilisation. Je voudrais également remercier l'institution Sciences Po pour nous accueillir ce soir. Si vous êtes venus si nombreux pour échanger avec nos panélistes, Rebecca Enochon, Kako Nubupo et Lionel Zinsou, que je salue et je remercie au passage, c'est bien la démonstration que le sujet du franc CFA suscite un intérêt fort et alimente d'une certaine manière le débat public sur les relations entre la France et une partie du continent africain qui partage cette monnaie unique. Cet intérêt, nous le constatons par la quantité d'articles dans la presse sur ce sujet, la rapidité avec laquelle vous vous êtes inscrit pour participer à cette conférence et également la réactivité des réseaux sociaux sur le questionnaire que nous avons mis en ligne la semaine dernière et dont les réponses vous seront présentées ce soir par Dominique Chimbakala de TV5 et Anaëlle Changou de l'ASPA, que je tiens également à remercier. Sans vouloir prendre la parole trop longtemps, il me semble également important de vous dire en quelques mots ce qu'est le CPA et pourquoi nous avons voulu organiser cette conférence avec l'ASPA. La feuille de route du CPA délivrée par le président Emmanuel Macron tient en 2 axes. Le premier, faire plus parler d'Afrique en France en allant à la rencontre de la population et de toutes les couches de la société. Et le deuxième axe, nourrir une réflexion renouvelée du partenariat avec le continent en plaçant en première ligne les sociétés civiles africaines et françaises.
Pour cela, le CPA est constitué d'une douzaine de personnes. Il y en a qui sont dans la salle ce soir, qui sont tous des bénévoles et qui sont sans allégeance. En toute indépendance, le CPA soumet des idées, des plaidoyers ou des propositions d'action au président de la République. Cela a déjà été le cas pour l'éducation, la culture, l'entrepreneuriat et récemment la santé avec la publication récente des carnets de santé. Pour ces deux raisons, le CPA ne pouvait faire l'économie d'un débat sur le franc CFA. Mais à condition que celui-ci soit dépassionné, argumenté, sans tabou et qui permette un échange fécond entre experts, décideurs, acteurs économiques et opinion publique. C'est cet échange que nous avons voulu organiser ce soir avec l'ASPA. Autour du franc CFA, les questions sont nombreuses. Son nom, d'abord, l'impression des billets par la Banque de France, les réserves de change logées à hauteur de 50% dans un compte d'opération au Trésor public français, en contrepartie de la libre convertibilité, la présence d'administrateurs français au sein des banques centrales régionales, les effets positifs ou négatifs de la parité fixe avec l'euro, les futurs contours de l'éco, pour ne citer que les plus prégnantes dans le débat public. Toutes ces questions sont ouvertes et sont sur la table ce soir pour discussion. À l'issue de la dernière réunion des ministres de la zone franc, vendredi dernier, le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré que la France était ouverte à une réforme ambitieuse. Avec l'ASPA, nous comptons sur vous pour que ce débat soit utile, argumenté, technique ou politique quand il le faut, mais débarrassé des postures, des invectives et d'une opposition stérile entre pro ou anti-CFA. Cela permettra, nous l'espérons en tout cas, de dégager des solutions ou des pistes de réflexion qui sont utiles à tous. J'en profite également, et je vais finir par là, pour remercier tous les journalistes présents dans la salle, et je vous souhaite un très bon débat. Je vous remercie. Merci Wilfried, je crois que vous avez à peu près tout dit sur le débat. Je vais être bref, je suis sûre que vous avez hâte d'entendre nos panélistes. Un débat dépassionné, c'est un débat sur lequel on a beaucoup parlé des questions de souveraineté sur le franc CFA, ce sont des questions qui sont légitimes, mais qui avaient l'inconvénient de reléguer un petit peu les questions économiques au second plan, et c'est précisément ces questions économiques qu'on va tenter de mettre sur la table ce soir avec nos trois panélistes. C'est ça. Donc, à nouveau, Lionel, Rebecca et Kako, l'ASPA et tout le monde vous remercie d'avoir fait les déplacements. Certains viennent de très loin pour être présents avec nous. Donc, comme vous l'avez bien compris, Dominique et moi allons animer cette conférence pour que chacun puisse au mieux comprendre le franc CFA et se faire un avis objectif sur la question. Alors, nous sommes avec avec Kako Nubukpo. Je te laisse le présenter, Anaëlle. Donc, Kako Nubukpo est un ancien économiste au Togo, de la prospective et... Pardon, excusez-moi. Est un ancien ministre. J'espère l'être encore. Vous êtes déjà retraité, Kako. Non, il est encore économiste. D'ailleurs, il a publié un livre il y a quelques semaines, L'urgence africaine, changeons de modèle de croissance. Donc, je reprends. C'est un ancien ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques au Togo. Il a également été directeur de la francophonie économique numérique de l'Organisation internationale de la francophonie. Il est co-auteur du livre « Sortir de la servitude monétaire » où il a pu exprimer son point de vue sur le franc CFA, et également d'un livre sorti il y a quelques semaines, « L'urgence africaine, changeons de modèle de croissance ». Il est doyen de la faculté des sciences économiques. Également doyen de la faculté des sciences économiques de Lomé. Merci. Merci Kako. Rebecca, on peut l'applaudir en effet.
Rebecca, que vous connaissez sans doute, qui est très active sur les réseaux sociaux, qui est une chef d'entreprise avec 2 FE, entrepreneuse, fondatrice donc d'une société de logiciels de gestion d'entreprise, présidente également d'un réseau d'incubateurs. Elle sera là essentiellement pour nous donner sa vision de femme de terrain, de chef d'entreprise sur le franc CFA. Et puis Lionel Zinsou, qui est également un économiste, un ancien ministre également. Vous voyez, on a beaucoup de politiques économistes ici ce soir. Ancien Premier ministre. Vous voyez, on s'embrouille toujours un petit peu dans les fonctions. Ça veut dire que vous en avez eu beaucoup, voilà, qui sont là pour animer, qui sont là pour donner leurs arguments sur le franc CFA. Alors nous sommes à Sciences Po ici. C'est la maison du grand oral. C'est la maison aussi de l'esprit de synthèse. Les élèves ici sont réputés, les étudiants sont réputés avoir l'esprit de synthèse. Alors nous allons voir également si vous aussi, vous avez l'esprit de synthèse. On va vous demander de présenter en 4 minutes vos avantages et inconvénients du franc CFA. On commence par vous. Kako, c'est à vous. Oui. Donc moi, je passe tout de suite aux inconvénients. Non, parce que... Alors, pardonnez-moi, Kako, peut-être avant pour vous laisser encore un petit peu de temps pour préparer vos arguments, on va faire un petit rappel. On va faire un petit rappel pour poser les termes du débat, parce que dans cette salle, je crois que tout le monde sait ce qu'est le franc CFA, mais ce n'est pas inutile de rappeler en quelques mots le franc CFA. Qu'est-ce que c'est, Anaëlle? Je te laisse faire. Donc, le franc CFA, très rapidement, c'est une monnaie commune de 15 pays d'Afrique. Donc, l'Afrique, donc les pays qui sont à gauche, en vert, qui utilisent le franc CFA, d'Afrique de l'Ouest, et également des pays d'Afrique centrale et les Comores. En quelques mots, le système actuel du franc CFA a été créé en 1945. Son nom original était les francs des colonies françaises d'Afrique. Après les indépendances, en Afrique de l'Ouest, le franc CFA est devenu le franc de la communauté financière africaine. Et en Afrique centrale, il est devenu le franc de la coopération financière en Afrique centrale. Le franc comorien n'a pas changé de nom. Pour comprendre ce débat sur le franc CFA, il est primordial d'avoir en tête les 4 caractéristiques de cette monnaie. Tout d'abord, la parité fixe. L'euro est la monnaie d'ancrage et 1 euro vaut 957 francs CFA. Le libre transfert, qui signifie que les transactions courantes, les importations, les exportations, le rapatriement des bénéfices, ainsi que les mouvements de capitaux sont libres au sein de la zone CFA et la zone euro. La convertibilité illimitée. Les francs CFA peuvent s'échanger contre des euros sans restriction. L'objectif est que les banques centrales ne manquent pas de devises afin de régler les transactions courantes et opérations de change. Et pour garantir ce troisième principe, une caractéristique fondamentale du franc CFA, la centralisation des réserves de change, où les banques centrales des pays de la zone CFA doivent déposer 50% de leurs devises. Donc voilà, c'est un très bref débat. Et comme l'a souligné Dominique en entrée, et Wilfried également, nous avons souhaité prendre l'avis des personnes intéressées par cette conférence sur la question du franc CFA. Je tiens à rappeler qu'il ne s'agit en aucun cas d'un sondage. Il n'a aucune valeur scientifique. D'ailleurs, une centaine de personnes ont répondu, mais c'était vraiment pour avoir l'avis de la salle et prendre votre température. Donc, on va découvrir ensemble les résultats du sondage. Donc, il y a eu 134 réponses, 60% d'hommes et 39% de femmes. On constate que, principalement, c'est plutôt des jeunes qui ont répondu, entre 18 et 24 ans. Bon, c'est le public de l'ASPA, mais également des personnes actives de 25 à 35 ans qui ont répondu à 33%, quelques personnes plus âgées et quelques personnes plus jeunes également. Donc voilà, donc c'est ce qu'on disait, à majorité des étudiants et des cadres professionnels, intellectuels supérieurs ont répondu à cette consultation publique. Alors, la première question, selon vous, le franc CFA est-il facteur de développement des économies de la zone franc? À 71%, vous avez répondu non.
La seconde question, considérez-vous que le changement du nom franc CFA est une question fondamentale? Vous avez répondu oui à 54% et non à 41%. Êtes-vous favorable à la parité fixe du franc CFA par rapport à l'euro actuellement pratiqué dans la zone franc? Vous avez répondu non à 67%, sans opinion à 17% et oui à presque 15%. Et enfin, sur la question de qu'est-ce que vous savez sur les réserves de change placées auprès du Trésor français, la majorité d'entre vous ont répondu que les réserves de vous savez tous que les réserves de change permettent de garantir la libre convertibilité du franc CFA en euros. À 40%, vous avez répondu que les réserves de change sont utilisées pour financer l'acquittement de la dette extérieure française. Et à 22%, vous avez répondu que les réserves de change permettent de faciliter le commerce international. Également, on vous a demandé de qualifier le franc CFA en trois adjectifs. Vous voyez que les adjectifs qui sont revenus le plus souvent, colonial, dépendance, obsolète, contraignant, stable et inadapté. Et c'est maintenant l'heure du grand oral que j'ai annoncé avec un petit peu d'anticipation. Eh bien, on va commencer par vous, Lionel Zinsou, qui est le plus proche de nous. Avantages, inconvénients du franc CFA. En 4 minutes, c'est à vous, Lionel. Tout le monde voit le chronomètre? Alors, bonsoir à tous, mesdames, messieurs, chers amis. Je suis très honoré de votre invitation. Vous avez fait donc la surprise à Kako de lui donner la parole puis de la lui retirer. Et vous avez décidé d'inverser les us et coutumes et donc de donner la parole à la défense avant l'accusation. Vous n'avez pas fait un sondage, mais vous venez quand même de dire, Naël, que vous allez nous présenter les résultats du sondage. Donc, sur la représentativité de ce sondage, je pense qu'il est représentatif de la salle, et à bien des égards d'ailleurs d'une partie de l'opinion publique, notamment la plus jeune dans les pays d'Afrique. Et c'est pour ça que je dis que moi je vais m'inscrire un petit peu en défense, parce que je pense que l'écho est une bonne nouvelle, parce qu'il faut dépasser désormais le franc CFA, mais on n'a pas besoin, pour entrer dans une réforme, de faire litière de tout ce qui a précédé. Cela dit, je vais faire comme Kako aurait pu le faire, commencer par les inconvénients. Moi, j'appelle ces inconvénients d'ailleurs plutôt des limites. Mais enfin, je pense que c'est utile de bien voir pourquoi il faut passer à autre chose. Ce qui est assez légitime, 70 ans après la création du franc CFA. Et d'ailleurs, l'Afrique des colonies françaises a commencé d'émettre des francs en 1853 quand on a créé la Banque du Sénégal, banque privée appartenant aux grandes maisons de commerce bordelaises et aux propriétaires d'esclaves. En 1853, il a fallu indemniser non pas les esclaves d'avoir été tenus en esclavage, mais les maîtres d'esclaves d'avoir perdu leur propriété. Et on a eu cette idée étrange de leur donner des actions d'une banque d'émission qui émettrait désormais la monnaie. Et je crains que cela ce soit en fait quand même une espèce de tâche dans l'histoire. Et Kako a écrit un livre sur la servitude monétaire. Il m'a d'ailleurs traité d'esclave, partisan actif de la servitude volontaire. Mais là où il a raison, c'est qu'il y a quand même des racines qui plongent dans un système colonial d'esclavage. Et ça, c'est un péché initial. C'est pour ça que moi, je suis sensible au fait qu'il y a des limites symboliques très fortes. Limites sur le nom, et je respecte le fait que ce soit aujourd'hui une revendication. Ça n'est pas une revendication de la Suisse de demander qu'on supprime le franc suisse. La Suisse n'a pas d'histoire de domination, sauf très brève, par la France. Vous allez me dire que j'ai 4 minutes et que j'en ai déjà consommé 1,5. Vous lisez dans mes pensées. Alors, je suis sensible parce que je suis un ancien élève de cette maison et un ancien enseignant de cette maison, donc je vais accélérer. Le nom, c'est un facteur d'identité et nous n'avons pas les mêmes problèmes d'identité que
des gens qui partagent des noms un peu arbitraires de monnaie. Donc, je pense que c'est très important, notamment pour la jeunesse. À la limite, pour prendre un thème qui est cher au CPA et au président de la République française, c'est un peu comme la restitution des œuvres d'art. Il est temps de restituer un nom qui n'évoque pas le péché originel de la création de la monnaie en Afrique. Même chose, je dirais, pour les réserves de change. Les réserves de change ne servent absolument pas à financer la dette française, elles servent à assurer la trésorerie des échanges internationaux de la zone franc. Il faut avoir des réserves de change. Elles sont d'ailleurs trop faibles, parce qu'aujourd'hui, la CEMAC a quelques semaines de réserves de change. Et l'UEMOA, quelques mois. C'est très peu pour assurer la liquidité. Ça ne sert à rien d'autre. Ce n'est ni un trésor caché, ni d'aucune manière une façon de financer la dette. C'est la deuxième limite symbolique très forte. C'est tout à fait raisonnable que les 50% qui ne sont pas encore dans les salles de marché des banques centrales y reviennent. De toute façon, c'est réparti sur des centaines de comptes dans le monde pour assurer cette liquidité. Je crois que le temps est coulé. Alors, dans ce cas-là, je ne vais pas avoir le temps de parler des avantages. J'en parlerai à un autre moment dans le... Mais peut-être que vous pourrez répondre aux questions de la salle et leur parler des avantages. Absolument. Mais je vais quand même transgresser votre règle en 30 pour secondes. dire qu'il y a également une autre limite que les limites symboliques. C'est la limite géographique et géopolitique. Une monnaie, ça doit évoluer en fonction de la géographie économique et de la géopolitique. Il n'y a plus de différence entre les pays anglophones et les pays francophones et les pays lusophones d'Afrique. Il n'y a aucune raison d'élever des barrières monétaires. Il faut les abattre comme les barrières douanières. Et quand vous avez le NERA qui perd 50%, comme ça lui est arrivé il y a 2 ans, le CEDI l'an dernier 28%, ça crée quelque chose qui est bien supérieur aux droits de douane pour faire que l'intégration, les flux d'échange dans notre économie soient de plus en plus le quotidien de nos économies et le principal levier de développement. Donc, il nous faut changer la géographie, il nous faut intégrer encore plus, parce que l'intégration, c'est notre vrai levier de croissance. En revanche, je ne crois pas aux inconvénients sur la parité trop élevée, la surévaluation, la compétitivité, parce que la compétitivité dans votre génération, puisque vous êtes très, très, très jeune en moyenne, la compétitivité, ça ne se joue absolument pas sur la monnaie, sur le taux de change, ça se joue sur l'éducation, ça se joue sur le niveau d'épargne et d'investissement. Les excédents de commerce extérieur, on l'apprend dans cet amphi dès la première année, c'est une fonction stricte de l'équilibre entre épargne et investissement. Et il n'y a aucune manipulation de taux de change qui soit, au fond, de nature à permettre d'avoir un commerce extérieur plus compétitif, plus équilibré. Voilà, à mon avis, les limites qu'il faut désormais transgresser dans un projet nouveau. Rebecca, je crois que Lionel a un peu empiété sur votre temps, mais je vous donne la parole tout de suite et j'espère que vous serez plus synthétique que Lionel, c'est à vous. Mais non, c'est vous préférez passer la parole à Kako? Économiste. Ah, mais nous avons l'habitude de mettre les femmes au centre et de les faire parler après les hommes, mais si vous préférez, nous allons passer la parole à Kako. Je ne savais pas que Lionel était une femme. Et moi, je ne savais pas que Kako était un futur économiste. Oh. Ce débat sera animé ce soir. C'est à vous, Kako. Oui, non, mais 4 points que j'estime être des inconvénients ou à tout le moins des éléments sur lesquels nous devrions nous pencher. C'est la part des échanges intracommunautaires dans la zone franc qui reste encore trop faible. On est entre 11 et 15%. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans la zone euro, on tourne autour de 60%. Okay. Donc là, il faut que je sois intellectuellement honnête. Je ne dis pas que c'est à cause du franc CFA que les économies de la zone franc n'échangent pas suffisamment entre elles. Je dis la présence du CFA n'a pas engendré un processus d'accroissement des échanges intracommunautaires. C'est une nuance qui est de taille. Deuxième élément, c'est la question de la compétitivité. Lionel a raison sur la compétitivité hors prix, mais vous savez qu'il y a aussi la compétitivité prix. Et là, le taux de change est un élément de la compétitivité prix. Et
et le CFA apparaît sur longue durée comme une taxe sur les exportations et une subvention sur les importations. Ce qui fait qu'on a des balances commerciales structurellement déficitaires. Peut-être pas la Côte d'Ivoire, encore que ces 2 dernières années, la manne du cacao s'est un peu tarie et on voit que la Côte d'Ivoire a des soucis de balance commerciale. Et troisième point, c'est le rationnement du crédit en zone franc. On a des ratios crédit sur PIB qui sont autour de 30% maintenant. Il y a eu une évolution sur les 10 dernières années. On était à 23% il y a une dizaine d'années. Et là, on est autour de 30%. Pour vous donner un ordre d'idée, dans la zone euro, on est à 100%. En Afrique du Sud, on est à 150%. Et aux États-Unis, on est à 300%. Donc, il y a un problème de financement à taux d'intérêt décent dans des secteurs qui seraient des secteurs importants pour nous. Et donc là, c'est un vrai défi, le défi du financement. Et enfin, quatrième élément, c'est l'absence d'objectifs de croissance dans les missions des 2 principales banques centrales de la zone franc, la BCEAO et la BEAC. Vous savez que la BCEAO a trois éléments fondamentaux. L'article 4 des statuts de l'Union monétaire du 1er juillet 2010, qui dit la Banque centrale indépendante des États. L'article 8 qui dit que son seul objectif, c'est la stabilité des prix. Et l'article 36 qui dit en aucun cas, elle ne peut aider les États. Voilà. Donc, ces 4 éléments font que, à tout le moins, nous devrions pouvoir réouvrir le dossier CFA. Maintenant, au-delà de ces éléments qui sont relatifs stricto sensu à la monnaie, on peut dire que la zone franc n'est pas une zone monétaire optimale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mécanismes alternatifs d'ajustement qui ne sont pas liés à la monnaie ne sont pas vraiment opérants. C'est-à-dire la mobilité des facteurs capital-travail est relativement faible, la flexibilité des prix et des salaires est relativement faible, les marchés financiers restent embryonnaires et l'idée que nous avons d'un fédéralisme budgétaire reste aussi à un niveau de balbutiement. Ce qui fait que quand on met ces 2 éléments ensemble, on se dit il n'est pas inutile d'ouvrir le débat sur le CFA, comme vous l'avez dit, pas dans une optique de régler des comptes avec un passé qui ne passe pas, comme dirait Achille Mbembe, mais pour ouvrir des pistes de ce que j'appelle une prospérité partagée. Merci. C'était en 4 minutes. Bravo. Rebecca, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Effectivement, je viens pour un peu partager l'expérience du terrain, bien que je suis une ex-économiste. J'ai fait des études en fait toutes mes études en économie, mais j'ai tout oublié, donc je suis effectivement ex. Mais en fait, le débat sur le franc CFA, on ne peut pas le dépassionner. Parce que je pense que nous tous, surtout les jeunes, surtout cette génération, la génération qui est devant nous, ne comprend pas comment en 2019, on va déposer les réserves à la Banque de France. C'est-à-dire qu'on n'est pas contre déposer des réserves quelque part, mais c'est incompréhensible et pour moi c'est indécent. Et donc je ne comprends pas pourquoi on débat encore sur cette question, parce que en fait, sur le terrain, tous les chiffres et toutes les statistiques c'est bien, il y a de la stabilité, mais la stabilité pour qui ? Cette stabilité, elle est plutôt pour les dirigeants qui soutiennent toujours ce régime et cette monnaie. Et eux, c'est vrai, sur tous les territoires, c'est très stable. Cette politique, elle est stable. Ce qui est stable, c'est que les pauvres restent pauvres. Ce qui est stable, c'est que les jeunes n'ont pas d'espoir. Les jeunes prennent des risques, même de leur vie, pour traverser les déserts et traverser les mers pour échapper à cette stabilité. Donc la stabilité, pour moi, n'est pas un très bon argument. Ensuite, on dit que c'est un outil de développement.
ça nous aide à développer nos économies, mais en fait, c'est un outil de développement. On développe qui ? Parce que le plus grand utilisateur de devises étrangères, c'est pas moi l'entrepreneur. En dehors d'acheter parfois sur des liens, j'achète des noms de domaine, etc. J'ai pas le même besoin de devises. C'est l'État qui utilise les devises. Et l'État fait quoi avec ces devises ? Les grands projets d'infrastructure, les sociétés qui sont choisies et désignées pour entreprendre ces grands projets ne sont pas des sociétés qui sont payées en CFA. Elles sont payées en dollars ou en euros. Et donc, le bénéfice est acquis. Je me souviens, il y a quelques années, la BEAC, dont la Banque centrale pour la CEMAC, a lancé un appel d'offres international pour des logiciels de gestion. Donc, pour gérer la BEAC, et c'était plus de 20 millions de dollars de projet. Pas un de ces francs n'a soutenu l'économie locale. 100% a été attribué à des sociétés étrangères qui ont été payées en dollars. Et donc, franchement, est-ce qu'on peut, et si on sort de la zone CF1, si on sort du CF1, est-ce qu'il peut y avoir des instabilités ? Oui. Est-ce qu'on va peut-être moins développer les entreprises comme Bouygues et comme les sociétés chinoises ? Peut-être. Mais il faut vraiment regarder combien est-ce que cette monnaie nous a aidés. Est-ce qu'elle nous a réellement aidés ? Et regardons les pays un peu à côté, qui ne sont pas dans la zone CF1. Regardons le Rwanda, par exemple. Souffre beaucoup. Le Maroc souffre beaucoup. L'Algérie souffre beaucoup. En fait, c'est des pays qui, pour une raison ou pour une autre, on en a parlé, M. Zinzou a dit tout à l'heure, pour le Naira et le Cedi qui ont vraiment dévalué, mais regardons quand même leur économie par rapport à toutes celles, si on prend toute la zone CF1. Moi, j'aimerais être plus compétitive. M. Zinzou a l'impression qu'on n'est pas plus compétitif lorsque on peut changer la monnaie. Moi, j'aimerais pouvoir vendre les services et les produits que nos entrepreneurs conçoivent à un moindre coût. Parce qu'un ingénieur informatique à Douala coûte 3 fois, 4 fois le prix d'un ingénieur au Maroc. Et on ne peut pas être compétitif. Et donc, c'est mon premier mot. Merci, Pascal. Merci beaucoup, Rebecca. Alors, je crois que nous n'avons pas encore les questions des réseaux sociaux, il me semble. Peut-être qu'on peut commencer par les questions de la salle. Vous avez écouté nos 3 panélistes. Des personnes vont passer dans la salle pour vous passer le micro. On va peut-être commencer par monsieur qui lève la main. Est-ce que quelqu'un peut lui donner le micro ? Levez-vous, monsieur. Je vais vous demander à chacun, pour chaque question, pour que le plus grand nombre ait l'occasion de s'exprimer, de faire véritablement des questions, et des questions courtes, s'il vous plaît. Merci. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Isaac Gwen. Je tâcherai d'être assez rapide. On vous entend très mal. Vous m'entendez là ? C'est parfait ? Alors, je m'appelle Isaac Gwen. Pour ma part, je tâcherai d'être un peu rapide. Je tiens à rappeler un peu à tout le monde qu'on est là ce soir, en fait, un peu grâce, ou du moins à cause de l'Élysée. Donc, en côté indépendance, c'est un peu limite. Maintenant, j'ai une question pour monsieur Lionel Zinsou, excusez-moi. Dans votre modèle économique, comment pouvez-vous développer un pays sans politique monétaire ? Parce que là, concrètement, avec le franc CFA, on est soumis à des politiques budgétaires. Alors, comment vous pouvez booster les exportations ? Comment vous pouvez jouer sur le taux d'intérêt pour justement permettre aux entreprises de prêter aux agents économiques ? Comment pouvez-vous injecter de la liquidité si la monnaie n'est pas contrôlée ? Et aussi, comment booster les exportations ? Vous dites que la parité euro-CFA n'est pas vraiment en notre défaveur, mais croyez-moi que si. On prend des exemples sur le pays comme le Ghana, qui, des fois, qui joue du moins sur le taux de change pour booster ses exportations. Est-ce qu'avec une politique budgétaire, on peut développer un pays ? La réponse est clairement non. On a tous fait de l'économie, on a tous étudié en économie ici, et je pense que c'est pas possible. Alors, quelle est votre question ? C'est ça ma question en fait.
Alors, je ne sais pas si vous avez saisi, c'est ça la question. Comment développer un pays qu'avec des politiques budgétaires? Monsieur Zinsou, je crois qu'elle vous est adressée. Non, mais il ne faut pas faire à travers la question du franc CFA et surtout le rôle de l'éco demain qui doit fonctionner mieux qu'aujourd'hui, faire le procès du sous-développement. Ce que vous êtes en train de faire, c'est le procès du sous-développement et dire on ne peut pas développer un pays, c'est votre premier principe, quand on ne contrôle pas sa monnaie. Le sous-développement a d'autres causes. La raison pour laquelle un ingénieur, Rebecca, je suis tout à fait de votre avis, il faut qu'on soit compétent dans le domaine de l'excellence en matière de sciences de l'ingénieur, mais on a un problème de marché du travail. On n'a pas assez d'ingénieurs par rapport à l'effort d'éducation dans ce domaine du Maroc. Ce ne sont pas des questions monétaires. Vous pouvez dévaluer des 2/3 le franc CFA, vous ne créerez pas plus d'ingénieurs au Cameroun. Et c'est la même chose en ce qui concerne les contraintes des politiques publiques. Nous avons des contraintes budgétaires, non pas parce que nous avons le franc CFA, mais parce qu'on ne lève pas l'impôt. En Afrique subsaharienne en général, et notamment dans la zone franc, on lève entre 15 et 20% du PIB pour assurer le budget de l'État, les recettes publiques. C'est insuffisant, ça tient à notre secteur informel, ça tient à beaucoup de raisons, mais ça ne tient pas à la monnaie. D'ailleurs, la Banque centrale, dans les deux zones d'Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, a énormément financé dans les dernières années, de façon très active, le budget de l'État, de façon indirecte, en faisant des prêts à très bas taux d'intérêt aux banques qui ont souscrit des obligations. Il y a eu une explosion des marchés financiers. Oui, ils sont encore embryonnaires, monsieur le ministre, ils sont encore embryonnaires. Mais ils ont explosé en ce qui concerne le financement des politiques publiques, grâce à des concours à 2,5% qu'on n'aurait eu nulle part en Afrique, parce qu'on est dans la zone où il n'y a pas d'inflation. Donc on n'a pas de contraintes budgétaires qui soient créées par notre monnaie ou par nos banques centrales. Il faut connaître un tout petit peu ces faits-là. Et la lutte contre le sous-développement n'est pas une question monétaire. Et Rebecca a été magnifiquement éloquente. Oui, vous voulez être plus compétitif. C'est une affaire d'éducation, de formation professionnelle. C'est une affaire qui est d'économie réelle. Le défi de votre génération, c'est vraiment de devenir compétitif hors prix. La compétitivité prix, franchement, est très mineure, d'autant plus que nous exportons des produits sur lesquels on n'a aucune élasticité. Nous exportons pour l'instant beaucoup de matières premières avec peu de valeur ajoutée et par conséquent, ce n'est pas notre taux de change, ce sont des marchés mondiaux. Le cacao baisse de X%, non pas parce que le franc CFA est surévalué ou sous-évalué, mais simplement parce que nous ne sommes pas du tout en contrôle des marchés mondiaux. Même celui-ci où Côte d'Ivoire et Ghana, sur le cacao, sont très largement dominants sur le marché mondial. Donc il faut faire attention. Ne faites pas à travers le procès du sous-développement, tout le monde est attaché à ce que nous allions beaucoup plus vite. Vous êtes sensible peut-être, sauf que c'est un des chiffres les plus ignorés, au fait que la zone UEMOA est la zone qui a la croissance la plus forte d'Afrique. Quand Rebecca vous dit « regardez les pays d'à côté, ils sont formidables du point de vue de leur économie, regardez le Nigeria, regardez le Ghana, regardez les pays hors zone franc », nous avons des pays qui sont depuis plusieurs années, parce que nous avons des économies plus diversifiées et qu'on a fait pas mal de réformes, la zone la plus croissante d'Afrique, alors qu'on a très longtemps fait le procès au CFA de réduire la croissance et le développement et de nous pénaliser. Alors que doit-on dire aujourd'hui où la croissance de l'ensemble de la zone franc, notamment de l'Ouest, qui est moins affectée par la crise pétrolière, est la plus forte croissance d'Afrique? Alors ça ne nous sort pas de la pauvreté, parce que la politique pour sortir de la pauvreté, elle est multiforme, et c'est pas parce qu'on fait 6,6% de croissance en 2018 dans la zone CFA de l'Ouest qu'on va éradiquer en quelques années la pauvreté. Il faut faire des politiques publiques de fond. Votre problème, c'est l'économie réelle. À travers le franc CFA, vous faites le procès non pas du franc et de la monnaie, vous faites le procès du sous-développement. Et vous avez tout à fait raison. Mais si vous voulez que l'éco serve à quelque chose, il ne faut pas se tromper de combat. L'éco doit être un instrument pour accélérer le développement qui se joue ailleurs, dans l'économie réelle. Ne succombez pas
Merci. au fétichisme monétaire. Merci. Lionel, Kako, vous souhaitez répondre également? Oui, bien évidemment. Non, sur la compétitivité, je crois que ça dépend vraiment des filières. Quand moi je prends le coton, l'effet taux de change y joue à fond. Pour une raison simple, c'est que les sociétés cotonnières, elles ont leur coût en CFA, mais elles exportent en dollars. Et donc, quand le dollar se déprécie vis-à-vis de l'euro, donc vis-à-vis du CFA, leurs marges bénéficiaires se réduisent dans les mêmes proportions. Et donc, ce n'est peut-être pas valable pour le cacao parce qu'il y a un monopole relatif, Côte d'Ivoire, Ghana, mais là où vous êtes en compétition et là où le dollar joue ce rôle, vous voyez que les sociétés cotonnières ont de vrais problèmes de compétitivité prix, ce qui fait que les travaux que nous avons effectués, moi j'ai comparé les 3 filières, Brésil, États-Unis et Mali. Sur la productivité physique, le Mali était devant pour certaines conditions agroécologiques qui font que c'est une bonne zone de production du coton. Mais les 3 filières, la plus compétitive était celle du Brésil, justement parce qu'il y avait une manipulation du réal qu'on ne pouvait pas avoir avec le CFA qui est en taux de change fixe avec l'euro. Donc c'était juste pour nuancer l'effet de compétitivité, taux de change. Mais monsieur l'économiste, l'euro, il s'est dévalué par rapport au dollar. Que ça ne soit pas... Peut-être c'est dévalué. Non, mais l'euro était à 150, il est à 109, donc ça a donné un avantage. Le franc CFA s'est trouvé dévalorisé contre dollar, donc c'est le raisonnement inverse sur les 10 dernières années. Non, je vous parle de principe. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas demander à nos économistes, à nous, c'est-à-dire, et pas le ministre des Finances français, de prendre ce genre de décision pour nous. On a apparemment de très bons économistes qui peuvent décider pour nous. Moi, ce qui me rend... Je ne comprends pas. Oui. Comment, tout à l'heure, dans l'introduction, il a dit que monsieur le maire est ouvert à une réforme ambitieuse. Mais lui, quoi dedans? Alors, s'il vous plaît. On va prendre d'autres questions dans la salle. J'avais pas fini de répondre. Et on va terminer avec un cours. Non, question de principe, il faut qu'on ait le même temps de parole, les amis. Si on veut discuter sérieusement, il faut que les règles soient équitables. Bon, ça j'y tiens. Maintenant, je pense que monsieur Zinsouar a raison, c'est-à-dire que nous sommes complémentaires dans nos approches. C'est-à-dire que le développement, c'est un processus de long terme, dont acte. Mais il n'y a pas de dichotomie entre le secteur réel de l'économie et le secteur monétaire et financier. Et donc, ce que nous appelons le ratio de sacrifice, c'est ce que nous perdons dans la recherche effrénée de stabilité monétaire, parce que la stabilité macroéconomique ne se réduit pas à la stabilité monétaire. Et c'est pour ça que sur longue période, on voit que nos économies ne sont pas suffisamment financées. Et ce qui me dérange dans le système zone franc, ce sont les incitations perverses qu'il induit, c'est-à-dire cette volonté de rester extraverti, de fonctionner sur une base de l'extérieur qui tire l'économie et de ne pas suffisamment voir le marché intérieur. Donc je crois que là où nous pouvons être d'accord, M. Zinsouar et moi, puisqu'il a commencé à parler de l'éco, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons demain tourner un peu l'objectif vers le marché intérieur et un peu moins vers le marché extérieur. Je crois que là, il y a des enjeux sur lesquels on peut travailler, sur l'entrepreneuriat, sur le financement et sur le régime de change. Merci. Alors bonjour, moi ma question ce serait pour Monsieur Kako Napuko. Alors en fait tout à l'heure vous avez évoqué la question des zones monétaires optimales
notamment le fait que la zone CFA ne soit pas une zone monétaire optimale. Et en fait, ma question, ce serait plus de savoir en fait en quoi l'ECOWAS serait une zone monétaire optimale et ce serait vraiment une solution, une alternative réelle au franc CFA. Oui, très bonne question. C'est-à-dire, dans la théorie des zones monétaires optimales, nous avons deux lectures. Il y a la lecture qu'on peut qualifier ex ante, celle traditionnelle de Mundell, McKinnon, Kennan, qui dit qu'il faut que les mécanismes d'ajustement alternatifs au taux de change soient opérants avant de créer une union monétaire. Donc, si on s'en tient à cela, dans la zone CEDEAO, le Nigeria est vraiment en opposition de cycle avec les autres économies. Parce que le Nigeria est exportateur net de pétrole, alors que les autres sont plutôt importateurs nets de pétrole. Et c'est pour ça que nous avons toute cette discussion, peut-être que nous l'aurons tout à l'heure encore, sur les modalités de création d'une zone éco. Est-ce qu'il faut fonctionner en une étape ou est-ce qu'il faut aller en deux étapes? Après, vous avez ce qu'on appelle la théorie de l'endogénéité des critères d'optimalité, celle de Frankel et Rose, qui dit, lorsque vous créez une monnaie, vous engendrez la synchronisation des cycles économiques. Parce que ça vous oblige à harmoniser un certain nombre de choses et du coup, les cycles deviennent synchrones et là, vous pouvez retrouver l'optimalité que vous n'aviez pas au départ. Donc, tout le défi pour nous, dans les prochaines années, va être de savoir si on peut avoir une zone monétaire optimale avec le pari de la création ex ante de l'éco. Moi, ce que je pensais, je vais m'arrêter là, c'est que là, on va quitter les rives de l'économie. Je crois que c'est le politique qui va jouer. Je pense que ce qui se joue d'un point de vue politique, c'est le transfert de leadership de Paris à Abuja. Politiquement, c'est ce qui se joue. Est-ce que les chefs d'État francophones qui sont dans la zone franc vont accepter d'assumer une sorte, je n'ose plus dire servitude, parce que quand on parle de servitude, entre guillemets, vis-à-vis des Blancs, c'est d'emblée, ça interpelle. Mais est-ce qu'ils vont accepter ce leadership du Nigeria? Je vous donne deux chiffres qui sont parlants. Le Nigeria, c'est 3/4 du PIB de l'Afrique de l'Ouest. 3/4 du PIB, 52% de la population. Les réserves de change du Nigeria font 2,5 fois l'ensemble des réserves de change de tous les autres pays de la CEDEAO. Et la productivité du travail au Nigeria est 2 fois supérieure à celle de toutes les autres économies. La productivité de l'agriculture du Nigeria est 4 fois supérieure à celle des autres économies. Et la productivité de l'industrie du Nigeria est 3 fois supérieure à celle des autres économies. Donc voilà ce qui va se jouer concrètement. Ça veut dire que si le Nigeria n'assume pas son rôle de leader et donc de prêteur en dernier ressort, le système ne pourra pas fonctionner. Merci. Juste un bref commentaire sur la réponse de Kako. Il a raison de dire que nous sommes absolument d'accord sur les sujets de financement. L'Afrique est sous-financée, le secteur privé est sous-financé, les entreprises n'obtiennent ni le crédit nécessaire en fonds de roulement, ni le crédit nécessaire en investissement, et les ménages ne peuvent pas s'endetter dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne pour le premier emploi dans toutes les ressources des banques du monde, qui est d'assurer son logement. Et les 30% de crédit par rapport au PIB, c'est-à-dire le quart de la moyenne mondiale, enfin la moyenne des pays avancés et émergents, c'est insupportable. Et pendant ce temps, on nous tient des discours sur la dette publique. Oui, pourquoi est-ce qu'il y a une dette publique qui augmente? Parce qu'il n'y a pas assez de crédit privé. Et moi, je crois qu'une des limites du franc CFA, c'est pas un inconvénient, mais c'est sûrement une limite, c'est d'avoir mis trop l'accent, comme Kako, je crois, le dit très bien, sur une espèce d'orthodoxie monétaire, alors que dans le rôle des banques centrales, il est très important de faire en sorte que le crédit soit facilité,
que les taux, même si nous avons les taux en zone franc les plus bas d'Afrique, mais que les taux d'intérêt soient beaucoup plus compétitifs. Et ça, c'est un rôle fondamental des autorités monétaires, qui n'a rien à voir avec la parité ou des choses comme ça, mais qui est un rôle fondamental des autorités monétaires. Il faut partir de là. Si vous sortez de cette salle en vous disant maintenant, ma génération doit s'occuper de faire que l'Afrique soit financée convenablement et non pas au tiers du reste du monde, je pense que entre les les futurs et les anciens économistes, on aura réussi à planter une semence là qui est très, très importante. Et le fait que le Nigeria soit hétérogène, je pense qu'il ne faut pas le présenter comme un épouvantail, parce qu'il y a une dynamique dans l'UEMOA, dans la CEMAC, il y a de plus en plus de convergence, objectivement mieux réussi dans l'UEMOA. Il y a des politiques de convergence. Rebecca, vous savez, c'est pas Monsieur le maire, c'est pas en France que va se décider le changement de monnaie dans la zone franc. Vous lisez les traités, c'est la conférence des chefs d'État, point, qui est totalement souveraine pour accueillir un autre pays, pour changer les règles, totalement souveraine. Ça ne se passera pas à Paris. On fait le premier débat à Sciences Po, mais ça ne se passera pas à Paris. Et à Kako, je veux dire, c'est pas passer de la servitude de Paris à la servitude d'Abuja. Il y a une dynamique. Je vous assure, nous qui sommes béninois, alors vous n'êtes pas très loin, je vous le concède. Nous qui sommes béninois, nous sommes payés pour savoir que c'est la même économie entre le Nigeria et le Bénin et le Togo. Il se trouve qu'il y a des économies d'échelle absolument considérables, mais vous avez la même dynamique agricole, vous avez la même dynamique tertiaire, et heureusement le poids du pétrole dans l'économie ne représente plus que 18% du PIB. Malheureusement, c'est 90% des recettes d'exportation. Malheureusement, c'est 80% des recettes du trésor public. Et c'est ça qu'il faut faire diminuer, parce que vous avez tout à fait raison de dire, le NERA est à contre-cycle du CFA. Quand le pétrole monte, nos économies, à vous, à moi, à Rebecca, vont mieux. Quand le pétrole baisse, nous allons mieux. Et le NERA s'effondre. Et donc ça serait gênant d'avoir une pétromonnaie qui, si on ne prend pas des précautions graduelles pour faire converger le Nigeria, ferait qu'on aurait une double peine. Et chaque fois qu'on aurait un petit avantage de baisse d'une matière première essentielle, on le perdrait parce que la monnaie monte et vice-versa. Donc faire très attention à aller en dynamique vers la convergence. Mais au problème des hydrocarbures près, dans les réserves de change et dans les recettes publiques, je vous assure que la condition d'un agriculteur ou d'un travailleur au port de Badagry ou de Lagos, c'est quand même, ça ressemble quand même beaucoup à Cotonou, à Lomé, et pour les agriculteurs, c'est les mêmes productions. Et d'ailleurs, le Nigeria est le grand débouché de nos deux économies, et en services, et en produits industriels, et en produits vivriers, en produits alimentaires. Donc, faites confiance à une dynamique de convergence qui est déjà là. Il y a une anomalie pétrolière qui, petit à petit, se normalise au Nigeria. Mais franchement, tous les indicateurs de productivité que vous donnez sont des indicateurs beaucoup liés à l'économie d'échelle. Si on n'est pas 10 millions comme notre pays, 8 millions comme le vôtre, 7 millions comme le vôtre, mais si on est 400 millions, on aura tous les effets d'échelle pour l'ensemble de la zone. Et vous avez raison de dire, la création d'une zone optimale, ex post, c'est cette dynamique qui s'engage parce qu'on a créé cette zone. Si vous voulez, si l'UEMOA est la zone la plus croissante d'Afrique, c'est parce qu'elle fait des progrès très importants d'intégration et de dynamique. Alors, dans une bonne union économique et monétaire, il faut en plus qu'il y ait des transferts, et c'est là, ça va être politiquement un peu plus compliqué. On va quitter les rives de l'économie, comme vous dites, parce que regardez la zone euro, regardez le Mercosur, le Mercosur n'étant pas une unité monétaire mais économique, il faut pouvoir transférer des ressources aux pays et aux régions qui sont un peu en arrière. Et les fonds structurels sont très importants. Il y a un moment où on n'a pas ça aujourd'hui dans la zone franc. Il va falloir, pour l'éco, qu'on ait la faculté de tirer les régions les plus pauvres vers les régions les plus riches avec des fonds de transfert. Je voulais profiter pour, avant de prendre la question, rapidement toucher sur deux points. Le premier, c'est que j'ai l'impression qu'on a déjà... C'est entre Abuja et Paris.
Et à un moment donné, j'aimerais bien qu'on nous demande, nous qui sommes déjà dans la zone CFA, ce que nous on veut. Et qu'on ne soit pas soumis soit à Paris, soit à Abuja. Et j'ai cette idée que ça ne se décide pas à Paris, mais elle est complètement fausse. Je veux vous dire, peut-être que ce n'est pas décidé à Paris, mais c'est décidé par Paris. Parce que je me souviens, la réunion des chefs d'État, il y avait une réunion, en fait, j'oublierai jamais parce que j'étais en voyage et j'ai croisé à l'aéroport Madame Lagarde et le ministre français des Finances et ils étaient en train d'aller à Yaoundé. Et moi, je ne savais pas pourquoi ils allaient à Yaoundé. Et c'est après, en fait, moi, j'étais encore en France quand je découvre que, en fait, ils avaient une réunion avec les chefs d'État pour décider est-ce qu'on va dévaluer le franc CFA. Mais qu'est-ce qu'il faisait là, le ministre français? Et qu'est-ce qu'elle faisait là, Madame Lagarde? On a des talents incroyables d'économistes africains. Je ne sais pas si on a besoin d'expertise. Elle n'a pas besoin elle n'a pas besoin de venir de la France. Et je vais vous dire que peut-être que dans votre milieu, vous avez l'impression que nous, on a un choix et que c'est nos dirigeants qui choisissent. Mais je veux vous dire que c'est non. J'ai dire que la cotation, le quote de Monsieur le maire qui a été lu tout à l'heure a été très clair. On est ouvert. C'est-à-dire, c'est nous, on va décider, mais on est ouvert. Je trouve que déjà, dans le langage même qui est tenu, c'est on va décider, on va être gentil avec vous et on va demander votre contribution à cette décision et on est ouvert. Mais ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire débrouillez-vous, choisissez, faites un choix, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Pourquoi ils sont impliqués dans ces décisions? Ça me choque, moi je ne sais pas, ça me choque. Écoutez, Rebecca, vous êtes écorchée vive. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. C'est très important. Non, votre parole est très, très importante. Mais il se trouve qu'on émet de l'euro à raison de traités qui ont été passés avec diverses parties prenantes. On a adhéré au Fonds monétaire international et c'est lui qui est chargé de corriger les problèmes de balance des paiements. Et il se trouve qu'on émet de l'euro avec une garantie française. Il y a un moment où si on s'en va, il faut quand même le leur dire. Il y a un moment où si on dit « je n'ai pas envie du Fonds monétaire », comme l'a fait le président du Ghana, il faut quand même le leur dire. C'est pour ça que Mme Lagarde allait à Yaoundé. Et le ministre des Finances français? Non mais votre idée qu'être ouvert, c'est de la condescendance, si vous voulez. Ah oui. Et ça, c'est votre côté écorché vif. Et encore une fois, je vous en donne acte. Je l'assume. Vous l'assumez et en plus, moi, je suis ravi que vous soyez dans cet état d'esprit. Mais je vous explique quand même juste pourquoi. On est obligé de dire, on s'en va, on ne veut plus de vous. Alors, est-ce qu'on a la volonté politique de le faire? Je ne sais pas, mais on est obligé de le faire. Donc, Monsieur le maire a dit, faites les réformes que vous voulez, on est ouvert, c'est-à-dire on ne fera pas obstacle. Mais il faut quand même leur en parler, si vous voulez. Ça résulte des traités et du réalisme. Maintenant, il y a un combat pour votre génération, ce serait de faire que le patron du Fonds monétaire international un jour soit africain plutôt qu'européen, parce qu'au fond, c'est surtout en Afrique qu'intervient le Fonds monétaire international. Mais ça, c'est pour les gens qui sont sur les bancs de le devenir. Je crois que même Kako, qui est très jeune, ne le verra pas pendant sa carrière d'ex-économiste. Tellement. Allô? Il a le micro déjà. Bonjour, je me nomme Oyono NS, camerounais, étudiant à Sciences Po. En fait, j'ai un peu une question pour les économistes. Monsieur Kakou, j'ai acheté vos livres, très intéressants, je l'ai lu. Et en fait, c'est sur la zone de libre-échange intercontinental. Bon, j'ai un peu vos propositions, mais j'aimerais avoir celle de Sinsou. Kakou, lui, il est catégorique. En fait, il affirme que la ZLEC ne résoudra en rien les problèmes économiques du continent. Et j'aimerais avoir vos avis, monsieur Lionel Sinsou. Est-ce que je peux dire ce que je pense en quelques secondes? Ouais, d'accord. Non, j'ai
j'ai dit 3 choses. La première, c'est que la constitution d'une zone de libre-échange continentale renvoie à l'idée d'une intégration africaine portée par les pères des indépendances africaines, le fameux groupe de Casablanca. Ok. Bon. Donc, en cela, c'est une très bonne chose. Après, je fais mienne les déclarations de Carlos Lopez qui dit « Les Africains sont habitués à célébrer des promesses. Il serait temps qu'ils célèbrent des réalisations. » Bon. Donc, sur cette base, moi, je dis 2 choses. La première, c'est que nous devons développer des mécanismes crédibles de sanctions des déviants. Parce que quand vous faites une zone de libre-échange continentale, donc avec des économies qui n'ont pas les mêmes tailles, qui n'ont pas les mêmes productivités, qui n'ont pas les mêmes compétitivités, vous êtes obligé de gérer un certain nombre de mécanismes de transfert. Et ce que moi j'ai constaté en tant qu'ancien fonctionnaire de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et donc ayant eu à piloter un certain nombre de questions communautaires, c'est que nous n'avons pas de mécanisme crédible de sanctions vis-à-vis des déviants. Et donc je dis, attention, cette zone de libre-échange continentale ne pourra fonctionner que si on travaille sur cet aspect. Et puis troisième et dernière chose, je dis, nous serons 2 milliards en 2050 en Afrique. Donc le marché potentiel, il est là. Maintenant, comment le rendre effectif? Il faudrait que cette zone de libre-échange continentale puisse être le tracteur de la production africaine et de la transformation africaine. Il ne faut pas qu'elle soit simplement le cheval de Troie des pays occidentaux ou des pays émergents qui voudraient augmenter leur part de marché. Je dis attention. Donc, est-ce que nous prenons les dispositions en termes de productivité, en termes de formation, en termes d'éducation, en termes d'adéquation entre la formation et l'emploi, pour que nous puissions utiliser cette zone de libre-échange continentale comme un facteur d'émergence? Donc, voilà les 3 choses qu'il me semble avoir dites dans l'ouvrage. Merci. Alors c'est très bien parce que vous m'avez posé la question, mais Kako a répondu pour moi parce que je suis entièrement d'accord. Je crois qu'il faut bien que vous mesuriez qu'avec 2 milliards de consommateurs dans 20 ans et de producteurs, plus les enfants à élever et les vieux retraités comme moi, mais au fond, on aura la population active, on aura la plus forte part de jeunes actifs de toute la population mondiale. On aura des atouts d'échelle absolument considérables. Il faut les porter au plus haut niveau par l'éducation, la formation professionnelle. Il faut abattre toutes les barrières. On nous a livré un continent qui a été fragmenté à dessein. C'est le même combat de faire l'écho en élargissant le plus possible à l'Afrique anglophone, lusophone, ce qui a été fait dans le franc CFA, ou bien si on regarde de l'autre côté, en intégrant vers nos amis anglophones ce qui vient de la zone CFA, en tout cas en intégrant, c'est le même combat. Que vous construisiez demain l'éco pour éviter ces barrières bien pires que les barrières douanières et que vous fassiez aussi tomber les barrières douanières. C'est de façon à avoir le plus grand marché unique au monde. On réexistera on recommencera à compter véritablement dans l'économie mondiale. Et la CEDEAO, qui représente presque la moitié de l'économie du continent, c'est un premier pas, si elle se donne l'éco et si elle abat ces barrières douanières intérieures. Donc moi, je crois fondamentalement, mais c'est vrai, ça va contre des idées de protectionnisme. Protégeons-nous tous, qui font qu'aujourd'hui, il est difficile de commercer. En plus, les frontières sont fermées entre le Nigeria, le Togo, le Cameroun, le Bénin, etc. Mais même quand les frontières sont ouvertes, c'est difficile de fonctionner. Vous savez, quand on demande à un enfant de 7 ans « Qu'est-ce que tu veux devenir pour réussir ta vie ?», je crois que nous sommes, au Togo, au Bénin, probablement au Nigeria, parmi les seuls pays au monde où les enfants répondent « Je veux être douanier ».
questions des réseaux sociaux également qui nous parviennent. On a un deuxième panel, vous savez, sur l'avenir du franc CFA, puisqu'il va être réformé, ou dans lequel on parlerait beaucoup de l'éco également. Mais on a une question de Wanya Kaka qui demande, avant de réformer le franc CFA, est-ce qu'il ne faut pas améliorer l'intégration régionale? Kako? Oui, c'est un peu le paradoxe de la poule et de l'œuf. Il n'y a pas de projet d'intégration régionale sans vision. Ce que je pense, et je l'ai écrit à plusieurs reprises, c'est que l'Union économique et monétaire ouest-africaine est un héritage de la monnaie pour la raison simple que la monnaie a précédé l'intégration régionale, puisque le franc CFA est né le 26 décembre 1945 et que l'Union monétaire ouest-africaine n'est née qu'en mai 1962 et l'Union économique et monétaire ouest-africaine n'est née qu'en janvier 1994. Ce qui fait que nous sommes dans une forme de schizophrénie. Quand vous observez nos étapes d'intégration, au mieux, nous sommes aujourd'hui une union douanière. C'est-à-dire que dans le processus d'intégration régionale, vous commencez par une zone de libre-échange. OK. Ensuite, vous mettez en place un tarif extérieur commun, vous devenez une union douanière. Après, vous vous assurez de l'effectivité des 4 libertés de circulation, des biens, des personnes, des services et des capitaux. Et là, vous devenez un marché commun. Vous pouvez même appuyer un certain nombre d'éléments pour devenir un marché unique, notamment les droits d'installation. Et enfin, ce qu'on appelle la théorie du couronnement, vous avez la monnaie unique. C'est un peu le processus qu'a connu l'Europe depuis le traité de Rome de 1957. Et l'euro n'est arrivé qu'en 1999. Mais comme nous avons eu la monnaie en héritage, il nous faut construire l'intégration pour mériter, entre guillemets, cette monnaie. C'est pour ça que nous sommes souvent dans des schémas qu'on pourrait qualifier d'ambigus, où nous sommes censés avoir fini l'intégration, mais dans les faits, nous n'y sommes pas encore. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut travailler par rapport à l'éco à partir des expériences tirées de la gestion du franc CFA et des questions d'intégration régionale. Merci, Kako. Peut-être, est-ce qu'il y a dans la salle une question sur notre deuxième thématique? Aujourd'hui, la réforme du franc CFA est déjà amorcée. On parle déjà de l'éco, qui est au départ un projet de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, donc pas seulement des projets qui sont CFA. Est-ce que vous avez des questions dans la salle sur quelle monnaie unique pour demain, quel avenir? Peut-être, où est le micro? Une question sur l'avenir du franc CFA, quelle monnaie unique pour demain? Pouvez vous lever? Bonjour, c'est pas vraiment une question sur l'avenir, donc je vais revenir sur le sujet précédent. C'est pour M. Zinsou en premier. Donc vous avez été Premier ministre, et je voudrais vous demander comment on peut penser gérer une économie juste avec un but, enfin budgétairement et pas financièrement, c'est une bonne idée. Donc je reprends la question de monsieur, mais tous les grands pays donc jouent sur leur économie, sur la déflation, sur l'inflation. Et ma deuxième question, elle sera plutôt diplomatique, parce que la raison pour laquelle vous n'acceptez pas de abandonner le franc CFA, est-ce que c'est pour se protéger des cours du marché, parce que ça provoque une déstabilisation, ou c'est simplement de peur que la France fasse comme en Guinée? Je ne sais pas si vous êtes au courant, ça s'est passé il y a très longtemps, donc c'est sympa, allez Google et regardez ce qui s'est passé en Guinée dès que la France, dès qu'ils ont refusé le franc CFA. Donc personnellement, je travaille en banque et je trouve que la BCE, ça influence largement notre travail. Donc comment penser qu'en Afrique, la finance ne va pas influencer le travail des gens? Je ne comprends pas en fait. Je ne sais pas si ça a un sens ou pas. Merci. Alors, une seule question et on va demander à monsieur sur... Oui, on va d'abord répondre à cette question. Une question sur le futur. Et ensuite, on fera circuler le micro. C'était une question pour monsieur Zinsou, c'est ça? Parce qu'on n'a pas parlé des avantages. Monsieur Zinsou, c'est à vous. Alors, je suis désolé parce que je n'ai pas pu entendre, je suis désolé, le son ne vient pas jusqu'à nous, votre première question. Donc sur votre première question, soit vous la reformulez tout à l'heure, sur l'autre,
Évidemment que la finance, elle est très structurante et évidemment qu'elle a une influence considérable sur les politiques publiques. Mais je reviens sur le thème qui nous rassemble. Pour l'instant, nous sommes dramatiquement sous-développés en finance. Nous sommes beaucoup plus sous-développés en finance que dans tous les autres domaines de l'économie. Notre problème, c'est pas que la finance va nous envahir, c'est que aujourd'hui, il faut qu'on travaille sérieusement comme instrument d'intégration entre nos pays, mais surtout comme instrument contre le chômage et la pauvreté. Il faut qu'on finance. On ne finance pas nos agriculteurs. Si vous voulez, on fait des progrès agricoles sans eau, sans électricité et sans crédit agricole. Mais c'est impossible. Et pourtant, on fait des progrès. C'est dire la force de volonté dans l'économie réelle des travailleurs dans notre pays. Mais la finance, pour l'instant, elle ne nous menace pas, si vous voulez, d'avoir une influence trop grande. Elle est encore, les marchés financiers, les assureurs, les banquiers sont encore le quart de ce qu'il devrait être pour qu'on ait une vraie dynamique. Et c'est vrai qu'en Afrique du Sud et au Maghreb, on est dans une situation beaucoup plus avancée et probablement avec des résultats qualitatifs qui sont meilleurs. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour votre génération. Je suis désolé pour la première question parce que je ne l'ai pas physiquement entendue. Alors, est-ce que le micro peut passer devant? Je crois qu'il y avait des questions sur l'avenir de la monnaie unique. Levez-vous, monsieur, on va vous faire passer le micro. Vas-y, je te donne les thèmes. Vous aurez le micro ensuite. J'ai une question sur l'avenir. Je m'appelle Modibo. Ma question est pourquoi vous n'êtes pas en colère? Pourquoi vous n'avez pas la rage? Tout à l'heure, vous avez dit en 2050, on sera 2 milliards en Afrique. Sur le plan de l'économie, sur le plan éducatif, sur le plan politique, sur tous les plans, nous sommes en retard. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, vous êtes économiste, mais les grands économistes aujourd'hui, qui sont en France, qui sont aux États-Unis, ils sont en train de diriger le monde. Pendant que vous faites des conférences sur le franc CFA, il a fallu que la jeunesse... Non, n'applaudissez pas, il a fallu que la jeunesse descende dans les rues pour dire qu'on ne fait pas de ce franc CFA. Et pendant que vous êtes intellectuel, vous êtes là, vous écrivez des livres, vous faites des conférences, mais je ne ressens pas cette rage, je ne ressens pas cette colère. Et ça, c'est quelque chose qui est assez problématique. La France a décidé d'augmenter les frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Et ça, oui, tout est lié. Et s'il vous plaît, je vais vous demander une question. La question est pourquoi vous n'avez pas la rage? Pourquoi vous n'êtes pas en colère? On a la rage. Rebecca est notre spécialiste de la rage. S'il vous plaît, je vais vous demander un petit peu de silence pour qu'on puisse entendre nos panélistes. J'ai une question rapide. S'il vous plaît, peut-être on va laisser monsieur Zinsou. Oui, on va laisser monsieur. Vous souhaitez répondre, monsieur Zinsou? Non. Je suis de l'avis que c'est le rôle de la jeunesse de guider. Au fond, il y a une formule que j'aime bien de M. Trudeau, le Premier ministre du Canada, qui dit « Les jeunes ne sont pas les leaders de demain, ce sont les leaders d'aujourd'hui ». Et donc, c'est très important sur le plan de la démocratie, et c'est là qu'on voit le plus les jeunes, comme sur le plan de la souveraineté monétaire, que les jeunes soient en colère et dans la rage. Donc, nous avons délégué la fonction d'être enragé à Rebecca, qui va être beaucoup plus éloquente que moi pour vous dire c'est important que l'Afrique soit en rébellion. C'est absolument vrai, parce que sinon on ne peut pas innover, on ne peut pas progresser. Un des faits un peu nouveaux, c'est que la France, semble-t-il, a une direction, un président, une politique qui a été partisan dans beaucoup d'autres domaines de renverser la table, et notamment sur l'Afrique, sur les clichés sur l'Afrique, sur le fait qu'il n'y ait pas au fond, de défense identitaire de l'Afrique, et qu'on lui ait largement subtilisé son identité culturelle, etc. Et maintenant, au fond, notre génération, qui est pacifiée, qui est endormie, si vous voulez, par rapport à vous, elle vous passe le relais.
Vous devez être en colère parce que l'Afrique ne peut pas rester dans l'état où elle est, même si elle progresse beaucoup plus vite. On progresse depuis 10 ans 4 fois plus vite que l'Union européenne. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Donc, moi, j'approuve votre colère. Alors après, je vais devoir faire un petit effort pour faire comme Rebecca, c'est-à-dire être éloquent dans la rage. J'ai une question rapide. Moi, je ne comprends pas. Toujours pas. J'ai lu plein de livres aussi, hein. Pas le vôtre encore, mais je ne comprends pas l'avantage, parce qu'on n'a pas parlé des avantages. Vous n'avez pas pu le faire. Pourquoi on met l'argent, les réserves dans la Banque de France? Pourquoi on ne peut pas mettre dans une de nos banques centrales? On veut bien faire des réserves, mais je ne comprends pas l'avantage de ça. Question. Non, il n'y a pas d'avantage. C'est une des réformes d'évidence parce que les réserves de change, ça sert à payer les importations. Point. À faire en sorte qu'il y ait la liquidité des échanges. Point. Ça sert à rien d'autre. Ça n'est pas un trésor qu'on pourrait consacrer à autre chose, à investir. Il y a quelques semaines de réserves pour payer nos importations. Ça peut parfaitement être comme les autres 50% dans les livres et les salles de marché des banques centrales. De toute façon, c'est réparti dans des centaines et des milliers de comptes en banque, partout où tous nos États doivent faire des paiements. Mais on a la signature ou c'est la Banque de France? Non, mais bien sûr, je vous assure que lisez les traités, la conférence des présidents, des chefs d'État est souveraine sur les dossiers de taux d'intérêt, sur les dossiers de réserves de change. Les réserves de change, c'est quelque chose de mécanique, il n'y a plus aucune raison. Ça n'est pas, contrairement à ce que vous avez dit en introduisant, même si ça a été écrit comme ça dans les traités, aujourd'hui, ça n'est pas la contrepartie de la garantie de convertibilité illimitée. On n'a pas maintenu un trésor à la Banque de France pour pouvoir être sûr d'avoir toujours de quoi puiser pour nous rendre cet argent. Ça n'est pas ça. Ça ne sert qu'au paiement quotidien. Et donc, il n'y a pas plus de raison, effectivement, d'avoir à la Banque de France ou à la Banque Centrale Européenne des comptes et pas de les avoir gérés depuis la BEAC et la BCEAO. Il n'y a pas de raison, et il n'y a pas plus de raison d'émettre les billets dans une imprimerie à Chamalières. Monsieur Zinsou, il y a une question d'une jeune femme dans la salle qui souhaite s'exprimer depuis tout à l'heure. Je vous en prie, allez-y. Alors, bonsoir. Moi, ma question va concerner l'écho. Quand je vous entends parler de l'écho, j'ai l'impression d'entendre le général de Gaulle qui dit « je vous ai compris » à l'Afrique. Et en fait, la question concernant cette monnaie, j'ai un peu des doutes, c'est plus une remarque, vous allez me dire si elle est fondée ou pas. J'ai un peu des doutes sur cette monnaie concernant principalement le Nigeria, parce que j'ai l'impression que c'est plus un moyen de détour pour mener l'économie de ce pays qui finalement est la première économie de l'Afrique subsaharienne, un futur grand marché de l'Afrique, dont le gérant de l'Union européenne, voire de la France plus tard, si on essaie de voir à quoi sera arrimé l'écho plus tard. Donc j'aimerais vous demander en toute honnêteté si l'écho finalement n'est pas un leurre, si c'est pas un CFA déguisé pour permettre une hégémonie encore plus, je dirais, installée de l'Union africaine. À qui est adressée votre question? À Monsieur Zinsou, principalement. L'hégémonie, mais écoutez, il faut vraiment que vous soyez à Paris, au 2e rang de l'amphithéâtre Chapsal, à Sciences Po, pour croire à une hégémonie économique française sur l'Afrique. Vous avez regardé l'argument sympathique, l'argument intuitif. Le franc CFA, ça sert à maintenir les parts de marché de la France. Vous les avez regardées, les parts de marché de la France? Sur les 20 dernières années, la France fournissait à l'Afrique 15% de ses importations. Et encore, ça se passait beaucoup au Maghreb, peu en Afrique subsaharienne et beaucoup dans les pays anglophones, autant que francophones. Mais c'était ça, les parts de marché. Elles étaient très fortes. Les parts de marché de la France à l'époque dans le monde, c'était 5%. Bon. Aujourd'hui, la France, c'est 5% en Afrique. La Chine, qui était à 1%, est à 20%. Donc, vous savez, l'hégémonie commerciale, l'hégémonie d'investissement, l'hégémonie française ou l'hégémonie européenne garantit
par le franc CFA et les manipulations monétaires, je crains que ce soit un mythe. Et à partir de là, vous dites, l'éco, ça va être pareil. Si c'est pareil, la moitié de moi qui est française pense qu'elle va avoir quand même de plus en plus de difficultés à maintenir son hégémonie sur la moitié de moi qui est béninoise, si vous voulez. Parce que quand on regarde les 20 dernières années, demandez-vous plutôt comment, malgré la forteresse du franc CFA, la Chine, la Turquie, la Corée du Sud, le Brésil ont fait une percée qui a énormément dilué l'Europe. Donc l'éco ne fera qu'aller dans le même trend, la même tendance. Il n'y a pas d'hégémonie à travers la monnaie pour défendre des parts de marché. Lisez les parts de marché. Regardez ce qui s'est passé en 20 ans. Mais ce qui est marrant, c'est que depuis que, en fait, on voit les relations et les investissements français au Nigeria, donc hors zone franc, et les échanges commerciaux qui sont plutôt avec le Nigeria. Et tout d'un coup, il y a l'éco qui inclut le Nigeria. C'est vrai qu'il est difficile de ne pas penser que, peut-être pas garder le contrôle, mais certainement que on dirait que la France veut garder au moins beaucoup d'influence. Kako Mboupo, est-ce que vous avez une réponse à apporter sur ce point ? Oui, j'aimerais qu'on introduise dans le débat la responsabilité des dirigeants africains. Vous voulez dire des ministres togolais ? Non, l'idée d'une monnaie pour l'ensemble de la CEDEAO date de 1983. OK ? Bon. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu les avancées prévues. Et donc, on a eu une série de reports successifs. Et en 2000, on a créé l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest, l'AMAO, qui devait piloter ce qu'on a appelé la ZMAO, la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Et en fait, c'était un schéma en 2 étapes. Il fallait que les pays non CFA de l'Afrique de l'Ouest créent leur propre monnaie. Et le nom qu'on a donné à cette monnaie, c'était l'éco. Donc l'éco, dès 2000, c'était le nom donné à la monnaie des pays non CFA de l'Afrique de l'Ouest. Et le second temps devait être la fusion entre l'éco et le CFA pour avoir la monnaie CEDEAO. Moi, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec un certain nombre de chefs d'État sur cette question. Comme les critères de convergence que devaient remplir les pays non CFA n'étaient pas remplis et que la succession de reports rendait de moins en moins crédible l'effectivité de cette monnaie, on a décidé de ne plus faire qu'une seule étape. C'est-à-dire, on ne crée pas d'abord l'éco, première version, et on fusionne avec le CFA. Mais on prend les 8 monnaies de l'Afrique de l'Ouest, donc CFA plus 7, pour faire d'emblée une nouvelle monnaie qui s'appellerait l'éco. Maintenant, votre question sur le rôle du Nigeria, elle est intéressante. Moi, j'ai regardé les critères de convergence. Vous savez, il y en a 6. Il y a 2 qui sont relatifs aux États, donc le déficit budgétaire rapporté au PIB qui doit être inférieur à 3%, puis la dette publique rapportée au PIB qui doit être inférieure à 70%. Mais les 4 autres sont relatifs surtout aux banques centrales. Et donc, le premier, c'est le taux d'inflation qui doit être inférieur à 10% jusqu'en 2019, puis 5%. Ensuite, le taux de change qui doit fluctuer entre plus ou moins 10%. Après, il faut qu'il y ait un minimum de réserve de change, c'est-à-dire qui devrait couvrir au moins 3 mois d'importation. Okay. Et enfin, le financement monétaire du déficit budgétaire ne doit pas dépasser 10% des recettes fiscales de l'année écoulée. Okay. Maintenant, si on prend ces critères de convergence et qu'on voit les États, aucun État à l'heure actuelle ne respecte ces 6 critères. Les États de la zone franc sont proches, sauf sur le premier critère de premier rang, qui est le déficit budgétaire. Nous sommes à 6,1% de déficit budgétaire en 2019. Il faut qu'on divise ce déficit par 2. Le seul pays qui
est dans la marge des 3%, c'est le Togo qui a un déficit budgétaire de 1,5%, mais qui a une dette publique sur PIB supérieure à 70%. Et donc, qui ne peut pas non plus entrer dans l'éco tel quel aujourd'hui. Le Nigeria a un taux d'inflation de 16%, mais en revanche, un ratio dette sur PIB de 17%, c'est-à-dire que le ratio dette sur PIB du Nigeria est le plus faible de toute la CEDEAO. Okay? Donc, il y a beaucoup d'hétérogénéité. Je pourrais multiplier les exemples. Mais ce qui va se jouer dans les prochains mois, à mon avis, c'est de voir s'il y a une taille critique à partir de laquelle on fait quand même la monnaie et on dit les autres vont rentrer. Ou si on estime que le Nigeria est tellement important qu'il faut absolument qu'il rentre dans le principe avant que la monnaie se fasse. En tout état de cause, je crois que les chefs d'État africains ne peuvent pas plus longtemps que ça garder le silence, parce que ce sont eux les grands absents de ces débats. Moi, j'aimerais savoir ce qu'ils pensent. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut me dire ce que pensent les chefs d'État africains sur cette affaire? Une question. Quelqu'un dans la salle peut Oui, répondre à monsieur Nico. Quelqu'un qui n'a pas encore parlé, s'il vous plaît. Peut-être le monsieur qui est derrière. Celui qui est en bleu. Voilà, le monsieur qui est en bleu, vous pouvez le lever. Oui. Non, derrière. Derrière vous, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, je m'appelle Baba Karsek. Ma question est la suivante. Non, ma question porte sur l'avenir, en fait. Donc, on parle de l'éco, mais si ce que je lis est vrai, l'éco, c'est pas pour demain, c'est pour après-demain. Ce sera peut-être dans 10, 20, dans 30 ans. Moi, la question que je pose, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on aborde cette problématique avec un angle purement économique? La raison pour laquelle on parle du franc CFA, c'est parce que les gens ont l'impression d'être encore contrôlés depuis l'extérieur. C'est parce qu'on est 59 ans, 60 ans après les indépendances, et qu'encore aujourd'hui, on a l'impression que les décisions sont prises à Paris. Donc c'est une question qui est avant tout symbolique pour moi, et qui est aussi politique. Et cette question, elle pose fondamentalement la question de qu'est-ce que c'est pour nous le développement? Alors on peut parler de croissance économique, mais la croissance économique très rapide dans la zone UEMOA n'a pas réduit la pauvreté. Donc aujourd'hui encore, on dit la croissance pour qui? Est-ce qu'on parle de croissance inclusive ou est-ce qu'on parle de la croissance pour les investisseurs? Parce que la parité fixe et avec l'euro, qu'est-ce qu'elle permet? Alors je travaille dans l'investissement, donc je vois l'intérêt, c'est d'avoir zéro risque sur la convertibilité et sur le taux de change. Donc ça veut dire que les investissements ne perdront pas de valeur à cause de la dévaluation, par exemple. Donc ça bénéficie aux investisseurs extérieurs. Donc la question fondamentale, en fait, c'est comment est-ce qu'on se développe avec notre monnaie. La question fondamentale, c'est comment est-ce qu'on prend possession des moyens de développement. C'est pas manger l'objectif, c'est apprendre à pêcher. Et si on est toujours avec cette béquille, alors je veux bien accepter ce que M. Zinsou dit, disons que la France ne décide pas, mais la France contribue à la décision, nous aide. Pourquoi est-ce que 60 ans après nos indépendances, on a encore cette béquille et qu'on utilise cette excuse, peut-être que nos chefs de gouvernement, nos chefs d'État utilisent cette excuse pour encore ne pas faire leur job? Et comment est-ce qu'on passe de aujourd'hui avec cette béquille et demain se développer et prendre contrôle de nos moyens de développement? Donc c'est ça ma question. Merci. Comment est-ce qu'on passe de ça jusqu'à l'éco et l'indépendance réelle? Merci pour votre question. Peut-être, vous n'avez pas dit à qui elle s'adressait. Peut-être, Kako, peut-être pour résumer la question de monsieur qui posait la question du coût de cette stabilité et du coût de cet arrimage du franc CFA à l'euro. Merci. Oui, moi j'ai beaucoup réfléchi à cette question. En fait, ce qu'il faut comprendre fondamentalement, c'est que les dirigeants africains, pour la plupart, pas tous, sont dans l'extraversion. Mais pas que les dirigeants, même les intellectuels africains. Je veux dire, moi je viens de sortir un ouvrage, ça fait 3 semaines que je fais la pub de cet ouvrage à Paris. Je pourrais la faire à Lomé, mais je le fais à Paris. Bon. C'est-à-dire que la première école française créée par Faidherbe en 1855 s'appelait l'école des otages. Okay. Quelques années après, ça s'est intitulé l'école des fils de chefs. C'est-à-dire que historiquement, les élites africaines ont été formées pour remplacer le colonisateur.
C'est ça le schéma historique. Et donc, il faut du temps pour que ces élites se pensent comme les vecteurs de la transformation endogène de leur société. Ça ne peut pas se faire de façon mécanique. Et donc, c'est une construction, c'est même une co-construction. Vous me direz, la colonisation était une co-construction, mais elle était asymétrique. Là, c'est une co-construction symétrique que nous voulons faire. Je vous donne l'exemple de la Banque centrale. C'est très simple. Le Trésor français joue le rôle de prêteur en dernier ressort. C'est l'assureur du système. Et donc, il estime qu'il faut déposer un certain nombre de réserves auprès de lui. Il faut couvrir l'émission monétaire à hauteur de 20% au minimum. OK ? Mais je vous assure, dans les années 2000, quand je travaillais à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, nous avions un taux de couverture de l'émission monétaire de 110%. C'est-à-dire, et c'est la question que je me suis posée, pourquoi, alors que l'assureur ne demande que 20, nous déposons 110 ? Et là, ce n'est pas la faute du Trésor français. Il faut être honnête. Si le Trésor dit, si vous mettez 20, je garantis la parité, et que nous mettons 110, c'est que, en termes de coût d'opportunité, nous estimons qu'il n'y a rien d'autre à faire avec ce supplément. Okay ? Et donc, la question à ce moment-là, c'est de voir si la rémunération que le Trésor consent aux réserves n'engendre pas des effets pervers. C'est-à-dire que si ça ne crée pas de la trésorerie additionnelle qui permet à nos banques centrales de vivre au-dessus de leurs moyens. C'est ça. Donc là, on rentre dans la théorie de la bureaucratie. Vous n'avez pas d'incitation à utiliser ces réserves de façon beaucoup plus active. Moi, j'ai proposé qu'on crée un fonds de productivité et un fonds type FMI, donc un fonds contracyclique. Mais je vous dis, moi, quand j'ai travaillé à la Banque centrale, on avait 14 mois de salaire et souvent, on avait un 15e mois de salaire. On disait, la trésorerie est bonne. Le gouverneur a décidé de vous donner un 15e mois de salaire. Mais nous ne sommes pas une entreprise privée. Nous ne faisons pas de bénéfices. Donc, ça veut dire que nos réserves de change déposées auprès du Trésor à Paris nous ramenaient beaucoup d'argent et qui nous permettaient de vivre au-dessus de nos moyens. Et ça, je l'ai déjà dit. Le gouverneur de la Banque centrale a plus de 30 000 € par mois net d'impôts. N'importe quelle femme de ménage au Togo a 30 € par mois de salaire. Ça veut dire que le gouverneur de la BCEAO gagne 1000 fois plus que les femmes de ménage du Togo, alors qu'il assure une mission de service public. Alors, comment voulez-vous qu'on justifie ça ? Après, c'est facile de dire que la France est responsable de tous les maux. Mais est-ce que c'est normal, alors même que nous sommes censés accompagner nos populations vers le développement, vers la transformation, vers l'épanouissement, que nous utilisions les moyens qui sont les moyens publics à des fins privées? C'est ça la vraie question. Est-ce que nos dirigeants, est-ce que nous, parce que moi je fais partie des dirigeants, j'ai été ministre, donc je m'inclus dedans, est-ce que nous avons le sens de l'intérêt général? Si nous n'avons pas le sens de l'intérêt général, on aura beau faire toutes les réformes que vous voulez, on ne va pas se développer. Donc les amis, celui qui m'a dit tout à l'heure, pourquoi vous n'êtes pas en rage, ne confondez pas le fond et la forme. Ne confondez pas le fond et la forme. Moi, ça fait 20 ans que je dis, ce que je dis, que j'écris des bouquins, que je me fais virer de tous mes boulots, ok? C'est vrai. Mais donc c'est important, ok? Bon, le reste, on en parlera après. Alors, est-ce que quelqu'un dans la salle veut rebondir sur ce qui a été dit ? Non, je voulais juste poser une question à monsieur Zansou. Alors, on va d'abord rebondir et après on reviendra vers vous. Désolé. Qui souhaite rebondir ? Madame. Vous pouvez faire passer le micro, s'il vous plaît ? Oui, après, oui. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous avez expliqué comment ça fonctionnait, le 15e mois, tout ça. C'est vraiment inadmissible, c'est écœurant. En tout cas, est-ce que vous, aujourd'hui, je vous pose la question à vous trois, vous réussissez à vous dire qu'on peut peut-être imaginer
une modification de notre monnaie, de la finance, que ce soit éco ou autre chose, sans la France, sans être en convergence avec la France ou une puissance extérieure, faire reposer la question exclusivement sur nous. Quand vous évoquez les dirigeants, ces dirigeants, c'est pareil, c'est pas nous qui les avons choisis. C'est au même endroit qu'on prend les mêmes décisions, qui engendrent les mêmes conséquences, et ces gens qui nagent dans la mer parce que vous avez des 15e salaires et qu'eux, ils meurent de faim. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on peut envisager ce divorce pour voir ce que ça pourrait donner si on essayait de se débrouiller tout seul? Moi je crois. Et comment? Je crois vraiment en la jeunesse africaine. Il y a tellement de talent, je le vois tous les jours, c'est-à-dire que malgré toutes les difficultés qu'on endure, on construit, on crée de l'innovation et on avance. Et je dis malgré, parce qu'on a l'impression que tous ces pouvoirs sont contre nous. C'est d'ailleurs contre faire évoluer les choses. Et parfois, il faut avoir un langage, il faut tenir un langage très cru et très dur, parce que ils nous entendent pas. Et souvent, on veut expliquer, peut-être dans des livres, mais ils n'entendent pas. Et ce cri de la jeunesse, moi je l'entends tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, les gens ils disent, mais au moins, donnez-nous ça. C'est-à-dire que ça ne va pas résoudre tous nos problèmes, mais au moins qu'on ait une monnaie qui nous appartient, que nous, on peut gérer, que nous, on sait gérer. On n'est pas des enfants. On nous dit, ah oui, mais ça crée la stabilité, la garantie de la France, machin. Mais j'ai l'impression qu'on nous dit, mais on dit à un prisonnier, mais en prison, mais tu as un lit, tu as à manger, tu vas sortir de la prison, tu n'es pas sûr que tu vas pouvoir dormir convenablement, c'est pas sûr que tu vas avoir tes repas garantis tous les jours. C'est-à-dire que... Et on voudrait qu'on dise que non, je préfère rester en prison. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre l'écho, parce qu'on vous connaît. On connaît vos dirigeants. Si on attend l'écho, même dans 20 ans, là, on sera ici, assis en conférence, ce sera vous, de l'autre côté, en train de dire, oui, est-ce que l'écho devrait être arrimé à l'euro mais à un moment donné, il faut qu'on puisse faire avec ce qu'on a aujourd'hui. Moi, je suis de la zone CEMAC. Dans toutes ces discussions-là de l'écho, là, nous, on n'existe même pas. C'est-à-dire, comme on est un peu collé au Nigeria, là, on va peut-être être de l'Ouest au lieu d'être central. Mais franchement, décidons et prenons des actions aujourd'hui avec ce qu'on a aujourd'hui. La première chose que nous, on peut faire, c'est déposer l'argent ailleurs que dans la Banque de France. Déjà, on commence par là, c'est un pas. Deuxième pas, que nos réunions avec nos ministres des Finances n'incluent pas le ministre des Finances de France. Si on veut inviter des experts, on a des experts africains, on n'a pas besoin d'inviter pour son opinion ou son... Parce que c'est pas eux qui contrôlent, on nous a dit que c'est pas eux qui contrôlent. Donc je pense que c'est un pas. Commençons par là. Et puis après, on va discuter de l'éco, on va discuter de toute autre chose. Mais commençons déjà par là. Et je pense que nous, on aura déjà fait un énorme pas en avant. Bon. Juste d'un mot, moi je partage assez largement ce qui a été dit, sauf l'espèce de dérive qui consiste à dénigrer ce que font non pas les dirigeants, mais les populations, ce que font les gens qui travaillent dans nos pays, ce que font les entreprises qui se créent. Il n'y a pas de raison que la jeunesse africaine ne capitalise pas sur ce qu'elle est en train de réaliser. On est en train de vivre une révolution numérique, on est en train de vivre une vraie révolution agricole, on a un véritable effondrement de la mortalité infantile, ça se ressent par le fait que l'espérance de vie n'a jamais progressé historiquement dans aucun ensemble géographique plus vite que, d'ailleurs, en Afrique centrale, jamais plus vite.
Et il n'y a aucune raison de se dénigrer soi-même en ne voyant pas cela et en nous décrivant, même avec élégance, comme ayant des béquilles et étant incapables de développement. Nous n'avons pas le développement qui nous permet de résoudre tous les problèmes de la pauvreté, c'est évident, même si nous avons de plus en plus de classes moyennes. Moi, quand j'étais enfant, j'allais jouer au wharf de Lomé, c'est-à-dire 300 mètres d'un quai de bois. En 1968, on a ouvert le premier quai d'un port. Allez à Lomé, vous verrez le premier port d'Afrique, devant Durban, devant Port Saïd, devant Tanger, pour les containers. Vous ne pouvez pas dénigrer l'Afrique dans ce qu'elle a, malgré tous les obstacles, réussi à faire. Ça ne sert pas la cause. Vous devez discriminer. Très bien, défoulez-vous sur les dirigeants, en pensant que les opinions publiques n'y sont pour rien, qu'ils n'élisent nulle part leurs dirigeants, que les forces politiques sont complètement hétérogènes, et en nourrissant le complotisme de la France a nommé les dirigeants, et donc les dirigeants gèrent le franc CFA. Défoulez-vous si vous voulez, mais ce complotisme ne doit pas offusquer la réalité de ce que ce continent est en train de faire. Ce qu'il est en train de faire, personne ne l'a jamais fait. Au moins, appuyez-vous là-dessus, d'autant plus que c'est beaucoup la jeunesse qui est en train de le faire. Voilà la seule nuance que j'ai dans la dérive qui peut ensuite faire le lit d'à peu près tous les populismes. Faites attention de ne pas vous dénigrer vous-même et de ne pas dénigrer le continent sous prétexte de faire une critique intellectuelle de la monnaie. Cela étant, effectivement, la Banque de France, je vous en donne acte, mais ce sont des symboles. Les symboles, c'est très important. Ne vous dénigrez pas. Alors, on a une question de madame, s'il vous plaît. Oui, justement, vous parlez de symboles. Pour le port de Lomé, c'est Bolloré qui gère le port de Lomé. Non. S'il vous plaît. Madame, non. C'est le Togo qui a financé. Non, madame, c'est le Togo qui a financé. Non, madame, non, ce n'est pas Bolloré. Je regrette. C'est la dette du Togo, peut-être. C'est le Togo. Ce sont les Chinois. C'est Bolloré parmi d'autres sociétés. Non, ne simplifiez pas. C'est le Togo qui a réalisé le port de Lomé. Je vous assure, c'est le Bénin qui a réalisé le port de Cotonou. Monsieur Zinsou, nous allons laisser madame poser sa question. Mais enfin, on ne commence pas par une évidence mensongère. S'il vous plaît, monsieur Zinsou. Et pour vous donner un autre exemple de l'entreprise Bolloré, a déclaré, alors qu'il gère le port d'Oyendo au Gabon, a déclaré un jour férié et a obligé ses employés à se rendre à un meeting Manu Militari. Donc oui, il y a des formes d'ingérence en Afrique et il y a des formes d'ingérence par rapport à des multinationales qui sont extrêmement assises, confortables, parce que justement, il y a un franc CFA. Et ce franc CFA permet à certaines entreprises internationales de faire ce qu'il leur plaît dans certains pays, parce qu'ils se sentent en sécurité avec ce franc CFA. Ils se sentent en sécurité, ça c'est une première chose. Et aussi les dirigeants, parce que le franc CFA, d'une certaine manière, cache la malgouvernance. Parce que les entreprises qui sont installées dans certains pays africains sont libres et décident en fonction, et ont le monopole, et décident en fonction de leurs choix économiques, de leurs intérêts, mais certainement pas de l'intérêt des Africains et de ceux qui vivent. Il y a 10 000 exemples par rapport à ça. Avez-vous une question, madame ? Alors, la question est, justement, ici, on est dans un lieu public, avec un auditoire, etc. Moi, ce que j'aimerais savoir, justement, c'est lorsque vous êtes en petit comité, lorsque vous êtes dans des dîners, lorsque vous êtes entre amis, est-ce que vous prenez est-ce que vous avez pris conscience que le franc CFA masque la malgouvernance ? Et je sais, et je pourrais demander à mon ami Kakou de participer à cette question aussi et d'expliquer en quoi le franc CFA peut masquer la malgouvernance. Merci. À qui s'adressait votre question, madame ? Peut-être... mais c'est
Écoutez, le complotisme, c'est bien. Vous allez avoir une grande satisfaction, c'est que c'est bien partagé, le complotisme. Donc vous voyez, la salle vous soutient, donc vous allez pouvoir partir satisfaite avec des illusions majoritaires. Monsieur Zinsou, mais je ne répondrai pas. Non, je ne répondrai pas. Je vais vous inviter à aller regarder sur Internet qui sont les grands opérateurs de logistique, ceux qui sont africains, ceux qui sont chinois. Je vais vous renvoyer au site de Costco, etc. Et puis, vous verrez un peu factuellement. Donc, le franc CFA n'est pas un masque. Ce n'est pas un masque africain. Et les entreprises françaises dont vous nous dites que derrière ce masque, elles gèrent tout, et vous avez dit en monopole. Ben, je regrette. Le monopole colonial, c'est quelque chose qui est terminé. La génération d'aujourd'hui n'hérite pas du monopole colonial. S'il vous plaît, et regardez ce qui se passe en Afrique en termes de choix des partenaires. Regardez, demandez-vous pourquoi les entreprises chinoises, les entreprises turques, les entreprises africaines qui sortent de plus en plus de leurs frontières. Je suis sûr que Rebecca a des marchés en dehors du Cameroun. Je l'espère. Disons que c'est extrêmement compliqué. Ah oui, c'est compliqué, il faut le faciliter maintenant. Le franc CFA ne facilite pas. Parce que le franc CFA dont on parle, qui est convertible, c'était cool, illimité là. C'est illimité jusqu'à ce qu'on prenne la carte, notre carte de visa et qu'on introduise dans un distributeur et qu'on nous dise que la limite c'est 1 million par mois, 1 million de francs CFA par mois, 2 000 €. Imaginez les étudiants qui sont là. Dont les parents financent les études, qui ne pourront pas, à cause des limites qui sont établies. Arrêtons de faire semblant que cette monnaie, elle est superbe. Nous, les populations, elle ne nous aide en rien. Elle est extrêmement limitée. J'ai des francs CFA dans mon sac. Je ne peux rien faire avec en France. Je ne peux pas payer un taxi, je ne peux pas aller dans une banque et échanger tel que je le fais avec $1 ou un yen. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'est pas enragé. C'est-à-dire que c'est inacceptable. S'il vous plaît, c'est inacceptable. Il nous reste 10 minutes, un peu moins, Rebecca. Peut-être, je crois que Kako Nobukpo souhaitait répondre à la question de monsieur et à la réaction de monsieur Zinsou. Je vous en prie, allez-y, Kako. Oui, c'est par rapport à la question de madame. Moi, je pense que dans son fonctionnement, le franc CFA ne permet pas de discriminer entre les bons et les mauvais élèves. Et en ce sens, il induit des incitations perverses. Vous savez, Douglas North dit entre les institutions et les performances, il y a les incitations. Et c'est évident ces 3 dernières années, quand on compare l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, quand on compare la zone CEMAC et la zone UEMOA. C'est vrai que pour un économiste puriste, 2 zones qui ont des performances aussi disparates, le fait qu'elles aient des monnaies en parité fixe avec l'euro et avec la même parité, là, on enfreint le principe de vérité des prix. Et donc, il faut rentrer au sein du Trésor français, comprendre les taux de couverture de l'émission monétaire, leur évolution, pour voir qu'effectivement, ces 2 monnaies CFA n'ont pas la même valeur. Et donc, de ce point de vue, je crois que Madame de Boisfleury a raison. C'est-à-dire qu'en novembre 2016, Mahama perd les élections au Ghana parce que le CEDI avait perdu 40% de sa valeur en 1 an. Et donc, les citoyens ghanéens trouvaient que leur président n'était pas un bon gouvernant puisque le taux de change, c'est aussi un indicateur de la qualité de la gouvernance. Et donc, quand on voit les chefs d'État africains, qui sont les gestionnaires que vous connaissez, avec certains qui sont plutôt meilleurs que d'autres, avoir une monnaie qui a la même parité avec l'euro, à un moment donné, on se dit,
que nous dit ce système? Est-ce que ce n'est pas l'assurance tout risque qu'offre Paris en contrepartie de la mauvaise gouvernance de certains dirigeants africains? Et c'est là où je dis il faut absolument publier tous les chiffres. Nous avons certains chiffres qui sont publiés, mais il faut qu'on crée un système d'incitation aux meilleures pratiques. C'est-à-dire il faut absolument, là, de façon prospective, que nous réfléchissions au contrôle citoyen de l'action publique, et le taux de change fait partie des indicateurs de la qualité de gouvernance, ou devrait faire partie des indicateurs de la qualité de gouvernance. Et on l'observe, nous qui avons la chance quelquefois de croiser certains chefs d'État ou des conseillers de certains chefs d'État, on voit bien que le principe de solidarité, qui, à mon avis, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des avantages du CFA, un des avantages du CFA, c'est la centralisation des réserves de change. Le fait que nous assumions une destinée commune. Ce principe est en train d'être foulé aux pieds parce que les bons élèves estiment qu'ils en ont marre de payer pour les mauvais élèves. Et donc, on constate une tendance de certains États à ne plus déposer les réserves de change. Et si ça continue, la zone va imploser, de toutes les façons. Et c'est comme le crédit solidaire. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans les filières cotonnières au Mali. Vous savez, la caution solidaire, elle marche, mais quand les paysans estiment que d'autres ne font pas le job, mais qu'après, il faut qu'ils remboursent tous les crédits intrants contractés, à un moment donné, la caution solidaire, elle tombe. Donc, c'est le même principe. Le principe de la solidarité ne fonctionne que si les gens font l'effort maximal pour mériter cette solidarité. Et de ce point de vue, l'Afrique centrale a un problème. L'Afrique centrale a un problème. Il faut qu'elle soit au niveau de la gouvernance qu'on peut attendre d'une zone qui est aussi riche que cette zone. Parce qu'à l'heure actuelle, les fondamentaux de l'Afrique centrale ne sont pas bons. Il y a eu des efforts consentis sur les 2 dernières années. Quand Christine Lagarde, et je crois que c'est de ça que Rebecca parlait tout à l'heure, en avril 2017, à Yaoundé, avait prévenu les chefs d'État en disant « Vous risquez une dévaluation parce que vous avez quasiment 1 mois d'importation en équivalent réserve de change. » Quand Christine Lagarde a fait cette déclaration, on était au bord d'une dévaluation du CFA de l'Afrique centrale. Mais là, moi, j'ai les chiffres. Vous savez, le dernier rapport Zone Franc est paru vendredi. Okay. Moi, je me le suis tapé ce week-end. Et aujourd'hui, la CEMAC a 2,6 mois d'importation en termes de réserve de change. Okay. Elle fait mieux que l'Afrique de l'Ouest sur le déficit budgétaire. Elle ne fait pas aussi bien que sur la dette, mais il y a quand même des efforts qui sont consentis. Okay. Mais je crois que votre question, elle mérite d'être posée. Nous sommes dans une lecture prospective des choses. Il faut que nous... Vous savez, moi, je parle souvent de servitude volontaire. Pourquoi? Pour une raison simple. Tant que je n'ai pas balayé devant ma porte, je ne peux pas accuser l'autre d'être à l'origine de mes malheurs. C'est comme ça que mes parents m'ont éduqué. Merci beaucoup, Kako. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Je suis navrée. Sciences Po ferme à 21h. Ce débat était prévu entre 19h et 21h. Il est exactement l'heure. Je pense qu'il est mieux que nous sortions avant qu'on éteigne les lumières et qu'on vienne nous chasser. Merci beaucoup pour la sincérité de vos questions. Merci. Merci beaucoup pour votre vivacité. Merci à vous. Merci à nos panélistes. Merci beaucoup. Alors, les panélistes, je les...